Bonjour, je m'appelle Samuel Teiss, je suis le réalisateur du film Petite Nature, qui sera donc en compétition au Festival d'Angoulême, là, à la fin août, du 24 au 29 août, si je ne me trompe pas. C'est l'histoire d'un jeune garçon de 10 ans qui s'appelle Johnny, qui vit dans une cité HLM en Lorraine, à Forbach plus exactement, et qui s'intéresse principalement à la vie et aux histoires des adultes. Il s'ennuie avec les garçons de son âge, avec les enfants de son âge, et il va cette année faire la rencontre d'un nouveau professeur qui vient d'une grande ville, qui arrive dans la région, un jeune titulaire qui vient d'être muté. Euh, et cette rencontre va être déterminante pour lui parce que elle va faire naître chez lui déjà la conscience de son environnement social et le désir surtout d'échapper à ce qu'on pourrait appeler un destin social. C'est vrai que j'avance un petit peu par étapes dans mon parcours aussi de réalisateur. C'est vrai que Party Girl était très autobiographique. Il y avait presque un enjeu d'archive d'ailleurs dans la manière de mettre en scène le réel. Comme vous l'avez dit, donc je filmais ma famille et ma mère jouait le personnage principal, mais chacun jouait son rôle, en fait, jouait son propre rôle dans la vie. Et on tricotait comme ça une fiction à partir d'éléments biographiques réels et vécus, notamment le mariage que ma mère avait fait tardivement dans sa vie. Là, pour Petite Nature, c'est donc mon deuxième long métrage et je pars pareil d'éléments qui sont biographiques et je les emmène aussi dans une direction peut-être un peu plus fictionnelle cette fois que je ne l'ai fait avec Party Girl. Donc j'avais envie d'assumer plus de fiction, de moins coller au réel. Et donc Johnny, on peut dire que Johnny, ce garçon, c'est totalement inspiré en fait d'une expérience que j'ai vécue, mais je prends les libertés de la fiction, que m'autorise la fiction aussi, pour peut-être sublimer aussi mon histoire et ce que j'ai vécu moi intimement. Je suis très sensible à la question des territoires, comme vous dites. Je trouve que la Lorraine et la Moselle, parce que moi c'est vraiment la Moselle qui ne ressemble pas forcément au reste de la Lorraine, mais la Moselle c'est un territoire que je trouve très cinématographique. D'abord parce que c'est une frontière. Moi, la ville d'où je viens, c'est vraiment une ville qui est à 15 km de la frontière allemande. Euh, donc, c'est une région où l'identité est un peu trouble entre l'Allemagne et la France. Euh, c'est une région aussi qui est très marquée par son passé minier et sidérurgique aussi. Donc, c'est une région qui porte aussi visuellement un peu les stigmates aussi de la désindustrialisation. Et puis, c'est une histoire c'est un territoire qui est une histoire riche aussi à propos de l'immigration. Donc, je trouve qu'en tout cas, c'est vraiment un territoire qui est riche et qui est très cinématographique. Le prochain film que je suis en train d'écrire, par exemple, je vais encore une fois le tourner là-bas. Et donc, pour moi, oui, je trouve que c'est important, en fait, à double titre d'ailleurs, parce qu'il y a le côté régional de mon cinéma, mais il y a aussi le côté social, c'est-à-dire que je raconte aussi un milieu social que je trouve disparaît petit à petit aussi du paysage cinématographique. Et en plus, je le raconte en l'incarnant vraiment dans les visages, dans les corps, dans le langage aussi de ma région et donc de ce territoire qu'est la Moselle. Le projet, c'était de faire le portrait d'un enfant et de vraiment filmer à sa hauteur, c'est-à-dire de ne pas poser en fait sur cet enfant le regard mélancolique d'un adulte sur l'enfance et de le dégager presque ce portrait de toute forme d'angélisme ou des tentations qu'on pourrait avoir en fait de rendre poétique ce moment particulier qu'est l'enfance. Parce qu'à 10 ans, c'est vraiment un âge particulier, on est vraiment au seuil de l'adolescence. Et c'est un âge qui est très intéressant parce qu'il est à la fois encore très libre sur la manière dont le corps s'exprime. On a une liberté avec son corps
Il y a très peu d'autocensure, en fait, à cet âge-là. Pas du tout empêtré dans son corps comme on peut l'être à l'adolescence. Et en même temps, il y a déjà, enfin, il y a quand même une gravité, je trouve. Euh, J'avais envie de rendre compte de ça et de restituer aussi cette expérience que moi j'ai vécue à cet âge-là, qui était cette prise de conscience qui est quand même aussi violente de ce que sont les classes sociales, de ce que ça veut dire aussi et de ce que ça réveille aussi dans un petit corps d'enfant comme ça de 10 ans, de vouloir échapper, de vouloir s'arracher comme ça à son milieu. Ça c'est assez particulier, c'est singulier de le raconter dans le regard d'un enfant. Moi, je ne l'ai pas beaucoup vu, par exemple. Donc, c'était ça le projet. Et après, c'est vrai que je le fais dialoguer avec aussi ce que j'appellerais l'âge de l'éveil. C'est-à-dire 10 ans, c'est aussi le moment où on peut être traversé par l'éveil sexuel, l'éveil intellectuel. C'est comme ça, je trouve, un âge qui est un passage entre deux âges et où je trouve que on est à la fois, enfin, c'est vraiment l'âge des grands chamboulements, je dirais, intérieurs. Donc voilà, je voulais gommer toute forme de tentation en fait chez moi de regarder, et je le dis, de poser un regard un peu mélancolique sur ce qu'aurait été mon enfance, mais de vraiment faire vivre l'expérience d'un enfant de 10 ans en prise avec ces questions. Ça a été un casting très long, quand même, de plusieurs mois. On dit un casting sauvage parce que c'est un casting où déjà les enfants, enfin c'est assez rare, il y a des enfants acteurs, il y a des agences d'ailleurs on peut trouver des enfants acteurs, mais quand même la plupart du temps pour des enfants, c'est un peu des castings sauvages en général. Donc on voit beaucoup d'enfants. Il faut en voir beaucoup même, parce que pour eux, c'est la première fois. Et je dirais surtout, ce qui est difficile, c'est de trouver un enfant qui soit capable de se laisser regarder sans être scolaire dans ce qu'on lui demande, parce que forcément, enfin, les enfants ont envie de faire plaisir aux adultes. Voilà. Donc il faut quand même trouver une nature, trouver une personnalité, un tempérament qui est capable de se dresser comme ça face aux adultes, comme quelqu'un d'autonome. Et donc c'est ça que je cherchais principalement. Euh, Après, quand on fait des castings d'enfants, on fait toujours des castings de parents aussi. Et c'est vrai que pour le coup, quand Alyosha est arrivé, moi, je donne pas de scénario en plus, donc c'est particulier. J'ai pris un temps avec ses parents pour leur expliquer le déroulé du scénario et un peu en rentrer comme ça avec eux dans ce que pouvaient être les difficultés du scénario et du personnage aussi. Et ils ont eu la grande intelligence, eux, pour le coup, de me dire qu'il fallait que je pose la question à Alyosha directement, puisque c'était lui le premier concerné, et que c'était à lui de prendre la décision. Et Alyosha était un tout petit peu plus âgé que le rôle. Il avait 11 ans au moment où il tournait le film, mais il en faisait nettement moins. D'ailleurs, c'est rigolo parce que quand on constitue une classe comme ça de CM2, moi, je suis vraiment allé regarder dans les classes de CM1, CM2, 6e à Forbach. Et en fait, c'est vraiment des classes très disparates. Les gabarits varient tellement, quoi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des petits formats, des enfants qui sont déjà très développés. C'est assez rigolo, d'ailleurs. C'est un truc dont je me suis rappelé en faisant le casting. Et Alyosha est plutôt un petit gabarit, donc voilà, mais il avait 11 ans. Et donc, pareil, je lui ai raconté un peu le déroulé du scénario et ce qu'il fallait savoir sur qui était Johnny, parce qu'Alyosha n'est pas Johnny. Il a pris un temps de réflexion et, et il m'a rappelé quelques jours plus tard, je m'en souviens très très bien de cette conversation sur Skype où ce garçon, cet enfant de 11 ans, me dit sa motivation et son désir de défendre ce rôle et j'ai trouvé ça très beau. Je pense à François, par exemple, de L'Enfance nue de Piala, par exemple, ou à Alexandre chez Bergman. Enfin, c'est ces personnages d'enfants qui ont à la fois quelque chose de sauvage dans le rapport social et en même temps quelque chose de grave. Et vraiment, en fait, cette capacité
oui, de se mettre face aux adultes sans perdre les moyens, quoi, avec, avec leur totale personnalité et leur autonomie à cet âge-là. Elle n'a jamais joué avant, ouais, 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 pareil. C'est quelqu'un qu'on a cherché longtemps avec un casting sauvage, ouais. C'est quelqu'un qui, enfin, son métier, c'est femme de ménage. Elle travaille en tant que femme de ménage avec sa maman, d'ailleurs. C'est une famille où ce ne sont que des femmes, une espèce de gynécée comme ça, de femmes combatives, sensibles et en même temps intelligentes, mais pas faibles, jamais résignées. Et, euh, et c'est vrai que c'était touchant aussi parce que quand elle est arrivée au casting le premier jour de à son tout premier essai, elle se cachait un petit peu quand même sur ses motivations. Elle disait qu'elle voulait juste voir ce que c'était un casting. Elle avait vu l'annonce et elle voulait juste se rendre compte de comment se déroule un casting. Mais c'était évident dans la manière qu'elle avait d'en parler et dans ce qu'elle a proposé dès le premier essai qu'il y avait un désir fort pour le cinéma et pour le jeu. Et d'ailleurs, un talent, comme vous dites, rare. Ça fait partie de ces acteurs qui, quand ils arrivent, voilà, on sait qu'on a rencontré le personnage à ce moment-là. Mais c'est long. D'abord, on en voit beaucoup, on est désespéré, et puis à un moment donné, on les rencontre. Et quand on les rencontre, on sait que c'est eux. Là, c'est compliqué parce que là, pour l'instant, c'est vrai on a terminé le film l'année dernière. Donc là, ça fait un an, plus d'un an, qu'ils sont dans une forme d'attente aussi d'éprouver aussi ce que c'est de délivrer le film, de le montrer à un public, de le partager avec un public. Donc pour l'instant, la lumière, ils n'ont pas encore connu. Mais non, mais oui, oui, je suis aguerri là-dessus avec mon expérience aussi déjà sur Party Girl, où j'avais beaucoup aussi, on avait préparé beaucoup les acteurs à ça, au retour parfois difficile aussi à la réalité. Mais là, j'ai l'impression en fait qu'ils sont eux déjà retournés à leur réalité et que là maintenant on va à nouveau les sortir pour maintenant accompagner le film. Donc bien sûr, on en parle avec eux et on les lâche pas, on les accompagne même après. C'est important. Mais je crois que même s'il y a du désir de leur part, je crois qu'il y a quand même beaucoup il y a une lucidité aussi. Ils se racontent pas beaucoup d'histoires quand même. C'est des gens qui sont quand même très ancrés dans le réel quand même. Avec ma méthode, en fait, on ne répète rien avant. Donc, c'est pas du tout des scènes qu'on a explorées ou qu'on a essayé de chercher ou d'approcher d'une quelconque manière avant de la tourner. Donc, j'ai aussi essayé de faire en sorte que Alyosha soit assez préservé avant de la tourner et que vraiment ils la découvrent ensemble. Euh, vous le dites, hein, c'est des scènes qui sont compliquées dès l'écriture parce qu'il y a un contexte. Que là, quand même, on baigne aussi dans un climat depuis 2 ans avec les vagues successives de MeToo, où effectivement la question du désir chez l'enfant, la question du consentement, enfin toutes ces questions aussi de violence parfois, de domination, elles sont déconstruites en ce moment et je trouve ça important. Euh, mais précisément, je crois qu'il n'y a pas de trouble entre les deux, c'est-à-dire que les places, elles sont très nettes. C'est-à-dire qu'il y a du désir chez l'enfant, qui est en train d'ailleurs de découvrir et d'éprouver même en fait la naissance de ce désir. Et je pense en plus qu'il est fait de plein de choses. C'est vraiment, moi j'avais très envie de rendre compte aussi de ce que de la manière dont fonctionne le désir et qu'il était multiple et qu'il était fait pas seulement en fait de sensations physiques, de quelque chose qui s'impose physiquement à soi, mais aussi d'une fabrication psychologique, il y a un désir intellectuel très fort, il y a une confusion. On a beaucoup parlé, par exemple, avec Antoine, de la confusion des sentiments, ce livre de Zweig, où en fait c'est vraiment l'histoire d'un élève, de son prof, et de la manière dont l'admiration tout à coup se confond et avec aussi des choses qu'on ressent physiquement. Et ça devient très confus et très trouble pour celui qui le vit.
Et je pense que pour le personnage d'Antoine, c'était plutôt d'être l'objet du désir qui était l'endroit du malaise à jouer. Et voilà, mais il n'est pas du tout trouble sur la question. Donc en fait, la place presque de l'adulte, elle répond, je pense, à l'endroit juste des manifestations du désir de l'enfant. Et voilà, qu'un enfant puisse ressentir du désir à l'égard d'un adulte, ou en tout cas même d'un prof. Enfin, on a tous, je pense, vécu le fait de tomber amoureux, par exemple, d'un professeur, d'un institut, d'une institutrice ou d'un adulte même de notre entourage, d'une espèce de figure comme ça, un peu de mentor. Parce que je crois que dans le désir, il y a aussi le désir d'être augmenté, de grandir, en fait. C'est beaucoup fait de ça aussi, le désir. Moi, je pense que la responsabilité que j'avais à l'écriture et après à la mise en scène, c'était de savoir jusqu'où j'emmenais les acteurs, comment je racontais, comment je mettais en scène ça, cette question de désir, comment je la filmais, comment je la montrais, jusqu'où est-ce que je montrais. Et voilà, je crois que j'ai toujours fait le choix de la restriction, euh, c'est-à-dire d'essayer justement de déjouer ce qu'il pouvait y avoir de spectaculaire ou même de voyeuriste dans ces questions-là. J'ai choisi la pudeur, quoi, d'être dans un langage assez pudique. Bien sûr, elle est plaisante. Et puis, je crois qu'on dit toujours que le deuxième film, c'est le plus difficile à faire. Et je pense qu'il l'est d'autant plus quand le premier a été bien accueilli. Euh, on a eu la caméra d'or. Alors, en plus, comme vous le dites, hein, on l'a fait à 6 mains. Et là, c'est presque comme refaire un premier film d'une certaine manière. Parce que tout à coup, la signature, ça devient la signature d'une seule personne. Et évidemment, c'est une gratification, c'est une récompense aussi, c'est la récompense d'un travail qui a été long. J'ai mis beaucoup de temps à l'écrire parce que j'ai mis beaucoup de temps à réfléchir aussi, à déconstruire même en fait ma propre expérience, de savoir en fait ce que je racontais, ce que j'essayais de traduire avec cette histoire et où est-ce que j'avais envie d'emmener aussi mon film. Donc, ça a été beaucoup de travail, ça a été beaucoup de consultations aussi avec d'autres scénaristes. Euh, Ça a été un tournage aussi qui a été intense aussi parce que c'est compliqué de faire un film avec un personnage principal qui est un enfant aujourd'hui, en France aussi, parce que le cadre légal en France nous oblige en fait à faire des journées de 4 heures, ce qui est peu. Mais voilà, enfin, je pense que c'est ce qui fait aussi que ça rend l'objet après, quand on a réussi à traverser tout ça, on est allé au bout, bah, ça rend l'objet aussi fort de toutes ces difficultés et je pense que ça se ressent, enfin, j'imagine. C'est marrant parce que quand j'étais plus jeune, j'ai vraiment grandi avec les deux langues. J'ai été élevé en grande partie par mes grands-parents et ma grand-mère était allemande. Euh, et elle était arrivée en France au moment de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est vrai que elle n'a finalement jamais parlé que l'allemand. Elle parlait très mal le français, très peu. C'était presque une histoire de choix. Et donc, moi, longtemps, en fait, j'ai grandi avec ces deux cultures. Mon père est allemand, donc je passais beaucoup de temps en Allemagne aussi. J'ai grandi avec les deux langues. Et à un moment donné, il a fallu faire le choix d'une culture dominante, on va dire, et j'ai fait le choix de la France. Voilà, donc la francophonie, pour moi, ça représente ce choix-là. Je pense aussi de me définir en premier lieu comme quelqu'un de français et qui a bénéficié aussi des avantages de grandir en France, d'avoir pu faire l'école républicaine française. Voilà, parce que je pense que le film parle de ça aussi, il parle de à quel point aussi on peut se sortir de son milieu social. Et c'est un arrachement, donc en fait, ça a un coût, ça a un prix, mais que l'école est peut-être un des premiers endroits où c'est possible. Voilà, moi, je sais que l'école est aussi très critiquée, elle est très décrite aujourd'hui. Je pense en plus que l'école que moi j'ai connue, l'école républicaine des années 80, était différente même que celle qu'on connaît aujourd'hui, où il y a peut-être moins de mixité sociale. Mais c'est vrai que pour moi, l'école, ça représentait ça représentait la mixité sociale. Euh,
la possibilité tout à coup de s'intéresser aux mots, aux livres, à l'apprentissage. Je me sentais challengé aussi, regardé et challengé. Et donc, et pour le coup, ben, ça, pour moi, c'est aussi ça la francophonie, c'est aussi ça la France.